Salut, ici Cathy Alexandra et vous écoutez le balado Rassemblons-nous. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec Natalia Cuellar. Salut Natalia, comment ça va aujourd'hui? Salut Cathy, ça va bien, merci. Parfait, donc Natalia Cuellar, tu travailles au Cana. Je vais te demander tout d'abord de te présenter aux auditeurs. Comme tu veux, qui tu es, ton parcours. Et oui, et donc, en fait, pardon, j'ai oublié de le mentionner, tu es coordonnatrice du secteur francisation au Cana. Donc, présente-toi. Merci Cathy, merci pour l'invitation. Oui, je m'appelle Natalia Cuellar, je suis colombienne. Je suis arrivée à Montréal en 2017. Et bon, c'est ça. J'habite maintenant à Montréal, ça fait 6 ans que je suis là. J'ai étudié ici, à Concordia, et c'est ça, un peu. Et tu as étudié en francisation? Non, j'ai fait une maîtrise, mais c'est ça. J'ai toujours voulu voyager et étudier ou travailler à l'étranger. En Colombie, j'ai travaillé et j'ai décidé avec mon mari de quitter le pays pour étudier dans un autre pays. Je fais les démarches. Je suis arrivée à Montréal parce que j'ai choisi Montréal. Pour moi, c'était un choix. Donc, c'est ça, j'ai étudié une maîtrise ici à Concordia en anglais, mais j'ai choisi Montréal parce que je voulais améliorer mon niveau de français. OK. Donc, si tu dis améliorer, ça veut dire que, est-ce qu'en Colombie, tu parlais en français? Oui. Okay. J'ai étudié langue étrangère et affaires internationales en Colombie. Donc, j'ai déjà parlé anglais et français. Mais mon niveau d'anglais était mieux que mon niveau de français. Oui. À Concordia, j'ai suivi des cours en français pour améliorer. J'ai fait des jumelages ici à Montréal. Et en Colombie, j'ai créé des ateliers de conversation avec des personnes étrangères pour pratiquer la langue. OK. Puis, qu'est-ce qui t'intéressait en Colombie? Qu'est-ce qui t'a introduit, en fait, au français ou d'où vient cet intérêt pour le français, pour la langue française? Toujours, j'ai eu la sensation ou l'intérêt, c'est mieux, j'ai eu l'intérêt de connaître d'autres cultures et langues. C'est comme ça qu'on peut découvrir l'identité, la culture d'un autre pays. Donc, c'est pas la même chose de parler en espagnol, de s'exprimer en français, de regarder des films en anglais. Tu découvres la culture comme ça, même à travers de la musique, par exemple, en lisant des livres. C'est ça, la langue te donne un goût de l'autre culture. Donc, vraiment, j'aime les langues et j'ai découvert le Québec parce que j'ai étudié le français en Colombie et dans un cours de français, l'enseignante nous a présenté les châteaux Frontenac, la photo du château Frontenac. Et j'ai vu ça et j'ai pensé que c'était un château réel. Oui. Donc, comme les châteaux en Europe. Oui. Je ne savais pas que c'était un hôtel. Donc, je voulais vraiment y aller. Dans le château. Oui, exact. Je ne savais pas que les châteaux étaient à la ville de Québec. Je pensais que les châteaux étaient à Montréal. Okay. Donc, comme ça, je commençais à découvrir un peu de la Provence. Et finalement, j'ai choisi Montréal pour étudier. Mais est-ce que c'était l'intérêt du Québec? Bon, en fait, tu dis, tu as toujours été intéressée par les langues, mais est-ce que par la suite, grâce au château, est-ce que c'était l'intérêt de visiter le Québec qui t'a dit, je vais plus focusser sur le français, ou c'est vraiment toi, c'était la langue française qui t'intéressait, puis de là, t'as choisi le Québec? Je peux dire que c'était l'intérêt des langues, comme les deux, l'anglais et le français. Donc, après de voir les châteaux Frontenac, bien sûr, j'ai commencé à découvrir un peu plus du Canada.
Et c'est ça comment j'ai commencé à voir les autres provinces au Canada et en même temps, bien sûr, le Québec. Et j'ai fait la recherche pour des universités. Et finalement, après de voir l'hiver, après de voir l'opportunité de suivre la maîtrise ou de faire la maîtrise, et d'avoir l'opportunité d'étudier en anglais, mais en même temps, je savais que je pouvais améliorer la langue française. Donc, j'ai choisi Montréal. C'est ça, oui. Puis, quand tu dis que tu as choisi Montréal, est-ce que c'était un choix à ce moment-là, disons le premier choix? Est-ce que c'était vraiment de venir immigrer, de t'installer ici ou au début, c'était juste, OK, non, je m'en vais étudier la langue et tout ça? Exactement. Ouais. Non, c'était vraiment de finir la maîtrise, d'étudier. Okay. Bien sûr, c'était un projet avec mon mari. Donc, nous deux, on a déménagé. Il m'a accompagnée, bien sûr. Mais au début, c'était vraiment de faire la maîtrise. Avec le temps, ici à Montréal, de connaître la culture, les pays, les langues, les opportunités. Nous deux, mon mari et moi, on a décidé de rester. Et au début, c'est drôle, mais c'était moi qui a commencé avec les projets, mais après, c'était mon mari qui voulait rester. Ah oui? Oui, oui. Puis, est-ce que tu as finalement visité le Château Frontenac? Mais bien sûr, 2 fois. Je suis allée 2 fois. Oh, j'étais tellement contente. J'ai pris la photo avec mon mari. J'ai imprimé la photo aussi. Oh my God. Vraiment, c'était un rêve pour moi. C'était comme... conclure. Mais de le voir en photo en Colombie, puis là, d'être devant, ça doit être une expérience. C'était ça. J'avais la photo du château dans la porte de ma chambre en Colombie. Et c'est vrai. J'avais 2 photos. La photo de Machu Picchu, Pérou, et la photo du château Frontenac. Wow. Ça, c'est vrai. Je suis allée premièrement à Machu Picchu. C'était plus proche de la Colombie. Oui. Parfait. En fait, tu nous en as déjà un peu parlé dans ta présentation, mais c'est une question que je demande à tout le monde aussi. Comment tu décrirais, toi, ton rapport à l'immigration personnelle? Je pense que chaque parcours migratoire est différent. Oui. Mais chaque personne doit surmonter des défis. Peu importe les statuts d'immigration. Donc, personnellement, comme j'ai dit, pour moi, c'était un choix. J'avais des attentes, bien sûr. Je voulais découvrir, je voulais améliorer, je voulais apprendre. Donc, c'est ça. L'immigration a des avantages, des désavantages, mais il te donne, les parcours migratoires te donnent aussi d'apprentissage. Tu connais des nouvelles personnes, tu connais une autre culture. Toi aussi, tu apportes à la société. Donc, je remercie cette opportunité parce que pour moi, comme c'était un choix, c'était une opportunité aussi. Pour d'autres personnes, c'est pas la même situation. C'est vraiment, comment on peut dire, une obligation, un besoin. Oui, mais en fait, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, c'est la raison pour laquelle je pose la question. C'est pour montrer qu'il y a différentes réalités et toute la diversité. Justement, on parle de diversité, mais la diversité dans la diversité, à quel point l'immigration, ça peut vouloir dire quelque chose de complètement différent d'un immigrant à l'autre. Comme autant ça peut être un événement traumatique comme un événement merveilleux, comme aller visiter un château. Exactement. Donc, je trouve ça important de poser la question. Et donc,
maintenant, bon, là, tu viens étudier ici, tu visites le château, tu vis un rêve. Explique-nous, en fait, par la suite, comment tu es arrivé au Ghana. Ah, mais oui, j'ai connu les milieux communautaires à travers dans un autre organisme, dans un autre quartier. J'ai travaillé là-bas, j'ai suivi un projet où j'ai participé dans un projet là-bas et j'ai découvert les milieux communautaires et je me suis dit, mon Dieu, les milieux communautaires au Québec, c'est très, très important. J'ai pas vu ces milieux comme ce développement dans un autre pays. Je viens de la Colombie. Il y a, par exemple, les milieux communautaires, entre guillemets, mais c'est totalement différent. Ici au Québec, je pense qu'il y a les soutiens pour les immigrants. Au moins, les personnes peuvent arriver dans un centre communautaire et poser des questions, demander l'aide. Et je trouve que ça va aider beaucoup de personnes surtout quand ils viennent avec la famille. Donc, je me suis dit, vraiment, je veux aider les gens. J'ai aimé les secteurs communautaires et j'ai commencé après d'avoir fini ma maîtrise, de faire les projets dans un autre centre communautaire. J'ai commencé à chercher, à faire la recherche d'emploi dans les secteurs de l'éducation et les secteurs communautaires parce que j'ai eu l'expérience. Et oui, j'ai vu l'offre d'emploi. J'ai envoyé ma candidature. J'ai fait les processus et j'ai été embauchée au Ghana comme intervenante en francisation. OK. Oui. Ah oui. Puis, est-ce que toi, tu cherchais de travailler au communautaire au sens large ou est-ce que tu visais la francisation puisque c'est encore là pour l'intérêt des langues ou... Honnêtement, je visais les secteurs communautaires, les secteurs de l'éducation aussi, parce que j'ai fait ma maîtrise dans les domaines de l'éducation. Donc, c'était plus niveau administratif un peu, niveau langue un peu. Tu vois, la francisation et la façon d'apprendre la langue, de connaître la langue. Donc, quand j'ai vu l'offre d'emploi, je me suis dit, oui, ces postes... J'aime beaucoup cette opportunité. Et tant mieux que c'était dans les secteurs communautaires. Oui. Puis, dans le fond, intervenante francisation au Ghana, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des classes ou est-ce que c'est toi qui enseignes le français? Est-ce que tu es dans une école? Comment ça fonctionne, en fait, ton emploi? Exactement. Comme intervenante, je peux dire qu'on a deux côtés. Les côtés accompagnement des gens, on va les guider pour faire son inscription, pour s'intégrer dans les cours. Pendant les cours, on est là pour répondre les questions administratives, mais aussi il y a des gens qui nous demandent ou qui nous posent des questions par rapport à l'immigration ou par rapport aux activités. Et c'est la beauté qu'on est un centre communautaire qui offre plusieurs services. Donc, c'est ça, les côtés administratifs, accompagnement. On a aussi les projets, ateliers de conversation, ateliers d'initiation au français. C'est aussi pour pratiquer la langue, mais ils sont des projets de nous. Les cours de francisation, c'est un projet du gouvernement. Donc, on est comme un intermédiaire, si je peux dire. C'est pas toi qui donnes des cours de francisation? Non. Les gouvernements vont envoyer les profs, les enseignants, mais on va être là pour soutenir les enseignants, pour soutenir les étudiants et pour soutenir les gens qui cherchent les informations de la francisation. Puis, je te pose la question, donc, une personne qui arrive ici au Québec, la francisation, c'est obligatoire dans tous les cas?
Dans le sens où, comme toi, dans ton cas, vu que tu avais déjà, est-ce que tu as dû passer un test? Comment ça fonctionne? Non, vraiment, la francisation n'est pas obligatoire. C'est les gens qui vont chercher les cours et qui vont suivre les cours parce qu'ils veulent. Donc, vraiment, si les gens sont là, c'est parce qu'ils veulent apprendre le français. Ok. Ils peuvent s'inscrire. Depuis l'année passée, les gens doivent s'inscrire dans la plateforme du gouvernement. C'est la seule porte d'entrée pour obtenir une place. Mais c'est ça, c'est un choix, oui. Moi, à l'époque, la situation de francisation était différente parce que je suis venue comme étudiante internationale et à l'époque, on n'avait pas le droit de suivre les cours de francisation. Ça a changé. C'est un changement récent. En ce moment, tout le monde peut s'inscrire à la francisation. Sauf les visiteurs. Dans les programmes francisation du gouvernement, les visiteurs ne peuvent pas suivre les cours, mais toutes les autres personnes, oui. OK. Donc, toi, t'es pas allée dans une classe de francisation. Non. Mais t'aurais aimé? Est-ce que c'est quelque chose que t'aurais aimé vivre l'expérience, oui. Ouais. Mais c'était aussi en raison du niveau de la langue parce qu'à l'époque, j'avais aussi un niveau un peu plus avancé et les gouvernements offrent seulement jusqu'à certains niveaux. Donc, je devais aller ailleurs et améliorer moi-même. Oui. OK. Donc, dans le fond, comment ça se passe? C'est que c'est les gens... est-ce que les gens vont directement vous voir au Cana pour, disons, moi, je veux suivre des cours de francisation, comment vous pouvez m'aider? Ou est-ce que certains professeurs ou certaines classes de francisation ont besoin d'aide avec certains élèves et donc vous contactent? Ou est-ce que c'est les deux? Non, c'est vraiment les gens vont venir au Cana chercher l'information. Donc, on va les aider à faire l'inscription en ligne s'ils ont besoin, s'ils peuvent le faire chez eux, sur les sites Internet du gouvernement, ils peuvent le faire. Mais souvent, les gens préfèrent qu'on est là avec eux pour faire l'inscription en ligne. Mais quand on a des cours de francisation et ils sont devenus étudiants, ils nous cherchent pour nous poser différentes questions et on est là pour répondre les questions. Oui, exactement. Parfait. Puis, je pose une question aussi. Est-ce que vous agissez aussi comme un support moral, dans le sens parce que, toi, tu nous dis que déjà, en Colombie, tu étais intéressé par les langues, intéressé par le français, mais il y a certaines personnes qui migrent ici, comme tu le disais, pour d'autres raisons et que peut-être le français, ils sont pas nécessairement intéressés. Puis aussi, tout dépendant de la langue d'origine ou même en soi, même pour certains Québécois aussi, certaines règles de la langue française sont assez compliquées à comprendre. Toi, comment tu perçois ça? Est-ce que justement vous offrez, tout d'abord, est-ce que vous offrez ce genre d'appui émotionnel, disons, à affronter cette nouvelle langue? Parce que je suppose que ça peut être difficile pour certaines personnes. Je pense que oui. On est là pour donner les soutiens ou l'appui émotionnel, moral, même parfois psychologique. On est là pour les encourager. C'est pas facile. Mais quand, par exemple, je visite les classes et je parle en français, je sais que parfois, ils vont dire, OK, je veux parler avec elle ou si elle est là et elle peut parler en français. Bien sûr, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Peut-être c'est moins intimidant peut-être à cause que tu as un accent. Oui, exactement. Je pense que c'est une bonne chose. Et aussi, quand ils sont débutants et je peux parler avec eux en anglais ou en espagnol, ça donne aussi un espoir et un soutien. C'est moins, comme c'est ça, c'est moins intimidant, c'est sûr. Oui. De passer par là. Puis, justement, est-ce que... moi, je remercie tellement la vie, mes parents. Moi, je n'ai pas de souvenir
d'apprendre le français. Quand j'étais petite, apparemment que je parlais espagnol avant, je m'en souviens pas. Moi, dans mes souvenirs, j'ai toujours parlé les deux. Mais en fait, même l'espagnol, des fois, je me dis, oh my God, il y a tellement de... Des fois, on me demande comment on dit ça, puis je dis comme ça, mais pourquoi? Je sais pas, c'est juste comme ça. Mais moi, ça me fascine comment les langues peuvent être complexes. Puis des fois, on dirait que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui arrivent ici puis qui apprennent le français. Et je comprends que ça devient, tu sais, en plus, moi, j'ai demandé si c'était obligatoire parce que des fois, je sens que la pression sociale nous fait sentir que c'est obligatoire d'aller à la francisation. Mais je pense que, et corrige-moi si je me trompe, qu'il peut avoir un certain même trauma à dire oh my God, c'est un autre monde, c'est des sons. Et là, ma coloc, en fait, est en francisation en ce moment, puis elle me dit je souffre, Cathy, je souffre parce qu'il y a des sons, je comprends pas où c'est dans ma bouche. J'ai jamais pensé que ce son-là pouvait exister parce qu'il n'existe pas dans ma langue. Et comment tu vois ça, tu deals avec ça, disons, dans mon bon français, dealer avec ça. C'est peut-être ces peurs ou les troubles. Comment tu encourages les gens là-dedans? Ah, mais j'utilise mon expérience. Donc, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, je sais qu'est-ce que vous voulez dire parce que moi, j'ai passé par là. Et donc, je donne des exemples drôles. Il y a des gens qui me corrigent, toujours, et c'est normal. Moi, j'ai un accent aussi. Il y a des mots que je ne peux pas dire ou bien dire. Donc, je donne des exemples. Je me souviens, une enseignante, bon, j'ai utilisé l'expression « Ah non, je suis un non, je suis un non ». Et l'enseignante, un jour, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as dit ?»« Mais un non, je voulais dire « Je suis en haut ». Donc, au deuxième étage. Et je faisais la liaison parce que je pensais que c'était correct d'utiliser. Elle m'a dit, non, tu n'as pas dit ça. Tu dois faire attention. Je me suis dit, OK, merci de m'avoir corrigé. Mais c'est ça, on va faire des erreurs. Et j'ai dit aux gens, vous devez parler. Vous devez faire des erreurs. Vous devez essayer. C'est ça la vie. Et avec le temps, vous allez améliorer. Donc, un jour, vous allez parler fluidement. Mais on va apprendre toute la vie. Parce que c'est pas la langue maternelle. Même en espagnol, on fait des erreurs en espagnol si ma langue maternelle est l'espagnol. C'est ce que je dis aussi, les Québécois, on dit de souche, là, ils font des erreurs de français aussi. Exact, donc c'est ça. Mais souvent, je rencontre les gens, ils ont peur de faire des erreurs. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler ou pratiquer avec quelqu'un parce que je ne sais pas, peut-être que quelqu'un va se moquer. Et bon, de toute façon, on va rencontrer aussi tout le type du monde et on doit dealer avec ça. C'est la seule chose que je peux dire. Puis, ça fait combien d'années combien de temps que tu travailles en francisation? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui. Parce qu'en fait, moi, c'était une question, mais justement par rapport à se moquer puis aux accents aussi que je voulais te demander. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une amélioration par rapport à ça? Parce que moi, je pense que la peur de se tromper, bon, il y a peut-être aussi l'ego. On n'aime jamais se tromper devant les autres, peut-être. Mais je pense qu'il y a aussi, historiquement, peut-être cette peur, en fait, de vivre... soit de recevoir des commentaires racistes ou de se faire exclure, cette peur de ne pas être assez bien, comme on en parlait dans un autre épisode, assez bien intégré, entre guillemets. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une amélioration qui se passe dans l'acceptation des différents accents, que parler français peut avoir différentes couleurs, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est quand même un enjeu de bien prononcer puis d'avoir un accent, par exemple, de parler comme ça, de parler un accent québécois? Ou...
Je pense pas que c'est de parler un accent québécois, mais en même temps, je trouve où c'était ma perception qu'il y a plus de monde, plus de gens qui vont soutenir les immigrants qui apprennent le français que des personnes qui peuvent se moquer de l'autre personne ou même se manifester avec de la haine. Je pense que malheureusement, on va se focuser dans la mauvaise expérience et pas tous les bonnes choses qu'on a ou les sentiments d'accueil que les Québécois et les Québécoises ont. Parce que moi, je pense que les Québécois et les Québécoises sont des personnes qui accueillent vraiment. Je pense aussi que les gens, les immigrants, ils veulent apprendre le français. Ils font l'effort. Donc, je pense qu'on doit être plus tolérant par rapport à l'accent, à la langue. Mais je peux aussi donner mon avis, par exemple, de Montréal. Je ne sais pas dans la province comment ça se passe, mais à Montréal, on est plus pluriculturel et peut-être on est plus tolérant où il y a mais c'est qu'on entend plus d'accent. Ça fait plus partie de notre quotidien. On est moins choqué à entendre quelqu'un avec un accent, je pense. On est plus habitué. Je pense que c'est ça, exact. Mais bien sûr, si on a une mauvaise expérience, je l'ai eu vraiment. Et ça fait quelques années à cause de parler en anglais. Mais je parlais anglais et français et à l'époque, quelqu'un m'a écouté mon anglais et cette personne était fâchée sur la rue, était fâchée avec moi. Donc, j'ai changé immédiatement pour montrer que j'ai parlé aussi français. OK, elle était fâchée que tu parlais anglais oui. Au lieu du français. Au lieu du français, c'est ça. Mais moi, je parle 3 langues, donc je peux tout facilement changer la langue. Mais pour une personne qui vraiment seulement parle sa langue maternelle parce qu'il vient d'arriver ou il est en train d'apprendre, cette expérience peut créer, comment on peut dire, réticence. Oui. Moi, j'ai rencontré des personnes, puis après, bon, c'est des gens assez têtus aussi, mais qui m'ont dit, moi, on a tellement ri de mon accent que je veux plus parler français. Wow. Ça, j'en ai connu des personnes comme ça. Ou moi, j'en parlais aussi dans un autre épisode que moi, j'ai appris à parler québécois, à changer mon accent. Parce que quand j'étais petite, on me disait, pourquoi tu parles comme ça? Fait que là, moi, je me suis dit, puis moi, je suis née ici. Fait que là, maintenant, quand je parle comme ça, je me dis que j'aurais moins de problèmes. Puis c'est comme, je m'en rends même pas compte quand je switch. Mais, j'ai réalisé maintenant parce que on dirait que moi, je sens quand même que les choses évoluent. Aussi, on va avoir le plaisir de l'entendre, les épisodes avec les jeunes du projet Rassemblons-nous, qui sont super à l'aise dans leur accent, qui n'ont aucun complexe à se dire s'ils n'ont pas l'accent québécois ou pas. Donc, ça m'a vraiment donné espoir de dire, OK, les choses changent. Mais oui, je pense que, parce que pour moi, il y a comme le débat, apprendre le français, mais il y a quand même un sentiment d'appartenance à l'accent. Et aussi, l'accent vient aussi avec certains jugements ou certains... Tu sais, apprendre le français, je trouve que c'est plus complexe que juste savoir faire une phrase en français, selon moi. Mais j'ai l'impression que les choses s'améliorent justement, je pense qu'on devient de plus en plus habitués. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris. Moi, je me suis dit, en fait, c'est juste beau, en fait, d'entendre ta langue dit à quel point la personne voulait parler cette langue, puis elle le teinte avec sa personnalité, son histoire, son accent. Oui.
Pour moi, c'est encore plus riche, moi, les accents. Je trouve ça merveilleux. Et je trouve ça fou, les gens qui me disent, même au début, tu me dis, peut-être que je vais mal dire quelque chose ou ça. Mais moi, je trouve ça magnifique. Tous les accents, je les trouve magnifiques. Et même les erreurs, je trouve ça beau. Une langue, c'est une langue vivante, en fait. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Puis, en fait, je voulais aussi te poser la question parce que, justement, c'est un débat aussi, genre, par rapport à la langue française et par rapport, justement, aux immigrants. Est-ce qu'ils contribuent ou non à la perte du français? Bon, on entend souvent parler de ça, mais toi, dans ton secteur, est-ce que ton pouls ce que tu perçois est complètement différent? Est-ce que tu rencontres beaucoup plus d'immigrants qui sont intéressés plutôt que des gens réticents? Oui, je trouve plus de personnes qui veulent apprendre, qui veulent vraiment parler la langue et qui comprennent qu'ils doivent le faire parce qu'ils sont dans une province qui parle l'anglais, les français et l'anglais, mais ils sont conscients qu'ici, ils doivent parler français pour s'intégrer, pour profiter des activités, pour trouver un travail, pour s'exprimer, pour faire une vie. Finalement, c'est ça qu'ils veulent faire. Ouais. Donc, moi, les personnes que j'ai rencontrées pendant ces 2 ans et demi que je suis à la francisation au Canada, j'ai vu vraiment des personnes qui veulent apprendre la langue et que session après session vont améliorer et à la fin, ils vont parler. Ils vont après trouver un emploi en français. C'est ça, ils vont venir me dire « Ah, Natalia, j'ai eu rendez-vous avec l'enseignante de ma petite fille ou de mon petit fils. » Et finalement, j'ai compris. Après un an, j'ai compris parce que j'ai fait les cours, j'ai suivi les cours. Donc, oui, j'ai vu vraiment des gens qui veulent apprendre. Oui, puis parce qu'après, on dirait qu'on oublie là-dedans que effectivement, puis là, je reprends aussi l'exemple que j'avais donné de la personne qui voulait plus parler français. Cette personne-là parle français et comprend le français, mais décide à cause de ce trauma-là, elle préfère s'exprimer en anglais. Et de toutes les personnes immigrantes, enfants d'immigrants que je connais, c'est la seule personne que je connais qui parle, disons, pas français. Donc, moi aussi, dans mon pouls, cette espèce de discours-là de que les immigrants veulent pas parler français ou parlent pas français ou contribuent à la perte du français, moi, je ne le comprends pas. Pour moi, c'est comme, mais dans quel monde on vit où je les connais pas, moi, ces gens-là, où j'ai pas accès à ça. Puis je suppose, comme tu dis, que toi, de ton point de vue non plus, ce discours-là... Ce discours-là, je pense qu'il cause plus de la haine. Oui, totalement. Je pense que c'est... Et des faux préjugés. Ces préjugés, c'est pas... Oui, on peut trouver quelqu'un qui ne veut pas parler, mais c'est pas en général, les gens veulent apprendre la langue. Donc oui, pour moi, c'est pas valide. Mais c'est parce que la personne qui décide de ne pas parler français, qui vient s'installer ici, il est conscient qu'il est pénalisé aussi parce qu'il ne va pas avoir accès justement aux mêmes services ou même, moi, c'est en tant qu'artiste, moi, c'est ce que je dis toujours. En fait, pour moi, la langue, c'est vraiment l'accès à la culture. Jamais on va expérimenter à 100% la culture québécoise si on ne parle pas le français. Exact. Puis pour moi, ça, dans ce qu'on parle de la francisation, personnellement, moi, je trouve que c'est ça qui... pas qui manque, je dirais, dans les cours de francisation, je connais pas, mais dans le discours, en fait, de défendre la langue française, c'est que pour moi, personnellement, j'ai l'impression que des fois, c'est une obligation. Il faut parler français parce qu'il faut parler français, mais pourquoi pas à la place de le présenter comme « Hey, regardez, nous avons une culture magnifique, nous faisons des films extraordinaires, des pièces de théâtre incroyables, la musique, justement, aller visiter les villes, les régions du Québec. En apprenant le français, vous allez avoir un accès privilégié à toutes ces choses-là. Exact. Et donc, d'inviter les gens à participer pour faire partie de ça,
je pense j'ai l'impression qu'il nous manque de ça comme société. Est-ce que tu es du même avis ou toi qui est plus dans le terrain, est-ce que tu ressens qu'on partage cette espèce d'amour de la langue ou de la culture? Mais tu as utilisé un mot que je voulais utiliser parce que j'utilise une autre stratégie. Je pense qu'on doit, ou la société québécoise doit l'utiliser, c'est de faire tomber en amour les personnes sur la langue. Et ça, c'est possible avec les choses que tu as nommées. Donc, on va les inviter, on va les présenter la musique québécoise. On va les inviter dans les régions. On va les inviter dans plusieurs activités, les théâtres, le film, en français. Donc, déjà, la francisation est une opportunité. Déjà, la francisation est une chose très importante pour les immigrants, pour apprendre la langue. Ça, je trouve ça magnifique aussi de donner l'opportunité aux gens d'apprendre la langue à travers les cours de français, mais on ne peut pas s'arrêter là-bas parce que c'est ça, si on veut vraiment partager l'identité, la culture, tout ça, c'est ça, on doit apprendre la langue, mais on doit faire connaître la langue à travers des différentes options, si je peux dire. Donc, oui, je pense qu'un peu, c'est la stratégie que j'utilise. Et pour moi-même, je cherche des chansons. Je vais regarder des films, des séries, tout ça fait partie. La littérature aussi québécoise qui est si riche. Mais aussi. Même, exactement, québécoise. Ou internationale, oui. Ou internationale. J'ai lu un livre qui s'appelle « Où j'aimais terre ». Là où j'aimais terre. Là où j'aimais terre. Et maintenant, j'ai décidé de lire Rebecca. Donc, c'est en anglais, mais j'ai décidé d'acheter les livres en français. Oui. Donc, c'est lourd, c'est vraiment long. Mais c'est ça, on découvre la culture à travers de la langue. Et ici, c'est la langue française. Mais dans le roman, Là où je me terre, la langue, justement, c'est le lien envers l'identité québécoise et l'amour de la langue française est tellement présent là-dedans. Mon Dieu. J'ai joué la pièce, j'ai joué une Caroline Dawson, la pièce à Québec et j'ai fait le livre audio aussi pour Radio-Canada. Donc, cette histoire, je la connais très bien. Puis, de l'avoir joué à tous les soirs, c'est toujours aussi magnifique et pertinent. Et ça va exactement dans qu'est-ce qu'on dit. C'est tellement plus facile de s'intégrer ou même de vouloir apprendre le français quand on a cet intérêt-là ou cet amour pour dans le cas de Caroline Dawson, cet amour pour la littérature. Ouais. Quel moteur tellement... merveilleux d'apprendre la langue plutôt que OK, je suis dans l'obligation si je veux me faire respecter plutôt que la négative. Exact. Je voulais aussi aller disons un petit peu plus politique. Là, comme ça, on dirait que j'oublie c'est quoi la période de temps, mais je voulais avoir ton opinion par rapport à maintenant, toi qui est dans la francisation plus directement. Le gouvernement actuel, je ne sais pas si là, c'est pas c'est un projet de loi, par rapport à obliger les immigrants d'apprendre le français, je pense que c'est en 6 mois. Oui, la loi 96. Oui. Bon, alors, si tu veux te prononcer... pas nécessairement pour ou contre le gouvernement, c'est pas ce que je veux créer ici, mais plutôt venant de quelqu'un qui sait de quoi elle parle. C'est de quelqu'un qui est en contact avec des gens de différents backgrounds, de différents états de différentes histoires d'immigration qui arrivent ici et qui veulent apprendre le français. Est-ce que pour toi, 6 mois, c'est quelque chose de raisonnable? Non, c'est pas réaliste, c'est pas raisonnable. Mais même n'importe quelle langue, on ne peut pas apprendre une langue. C'est rapide, 6 mois. C'est vraiment rapide. Bon, c'est possible si tu vas l'apprendre
les 6 mois consécutivement. Peut-être tu vas pouvoir sans travailler, ouais. Sans avoir une famille, mais je ne sais pas. Donc ça, c'est possible. Mais si tu as une vie, c'est pas possible d'apprendre une langue dans 6 mois. Moi-même, j'ai étudié le français en Colombie pendant 3 ans. Et je devais vraiment continuer à pratiquer la langue pour ne pas l'oublier. Donc, non, c'est pas réaliste. Et la réalité des immigrants, bien sûr, ils ont d'autres responsabilités. Ils sont des gens qui travaillent, qui étudient, qui ont une famille. Et qui ont une famille. Les mères, par exemple, je vois chaque session des mères qui doivent se réveiller vraiment très tôt, aller avec les enfants à l'école, après arriver au cours de francisation. Ils vont faire tout ça parce qu'ils veulent apprendre la langue. Donc, oui, il y a des responsabilités. Donc, non, c'est pas possible d'apprendre une langue dans 6 mois. Non. Puis, est-ce que justement, pour toi, ce genre d'initiative-là, est-ce que au lieu de motiver, ça peut peut-être justement démotiver quelqu'un par rapport à l'apprentissage de la langue? Mais je peux dire, de mon côté... C'est une pression, oui, peut-être? Mais oui, si j'étais dans cette situation, pour moi, c'est plus une démotivation, plus qu'une motivation. Parce que vraiment, c'est une pression. Et de toute façon, même si je veux apprendre la langue, il y a d'autres choses que je dois faire. Donc, oui, c'est plus une démotivation pour moi. Ouais. Mais là, c'est ça, la loi, elle est passée, non? Oui. L'année passée, je pense qu'ils ont présenté la loi. Je ne me souviens pas les dates, mais oui. À ces moments, si une personne immigrante doit appeler une institution gouvernementale, la personne doit parler en français si elle est ici plus de 6 mois. Oui, si la personne est arrivée, ça fait 6 mois ou plus, oui. Mais comment ça fonctionne? Je veux dire, si quelqu'un, justement, arrive, puis bon, le 6 mois arrive, puis il parle pas encore français, ou en fait, comment je sais pas si tu es familière avec la loi, mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un niveau de français de base? Est-ce qu'on est capable de communiquer? Est-ce que si t'es pas capable de m'écrire un texte, je sais pas, de 3 pages, est-ce que on te renvoie dans ton pays? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la... Non, je pense que c'est plus les personnes sont plus bloquées parce qu'ils vont aller, je ne sais pas, n'importe où, dans une institution gouvernementale. Et s'ils ne parlent pas la langue, ils vont essayer de parler, je ne sais pas, en anglais ou en espagnol. Et la personne va parler en français seulement. Donc, si cette personne immigrante ne peut pas s'exprimer, elle doit quitter, peut-être chercher un ami, aller avec une personne de la famille pour essayer encore une fois de s'exprimer. Ça ne met pas en danger son statut d'immigration? Non. C'est plus le temps. C'est-à-dire, si la personne est arrivée, ça fait 6 mois et plus, ils doivent communiquer en français, c'est ça. Mais je suis pas sûre de comprendre. Mais parce que dans le sens où comment la loi... Mais qu'est-ce que la loi vient faire? Dans le sens où que moi, ce que j'avais compris, c'était que pour avoir son statut ici, il fallait avoir... est-ce qu'ils leur font passer un test après les 6 mois? Mais ça, c'est une autre chose. Parce que la loi, il y a beaucoup d'éléments dans la loi. Donc, moi, j'ai parlé de la communication avec les institutions gouvernementales.
Oui, gouvernemental, oui. Gouvernemental. Donc, ça, c'est une chose. Et bon, c'est ça. C'est les 6 mois, les gens doivent parler, communiquer avec les personnes qui travaillent là-bas en français. C'est ça. Ça, c'est une chose, c'est un élément de la loi. Même par téléphone, c'est la même chose. Mais pour obtenir la résidence permanente ou pour faire des démarches d'immigration, oui, il y a... les gens doivent démontrer un niveau de français. C'est-à-dire un test? Hein? Oui, normalement c'est par un test international. Ça dépend de le statut d'immigration. Ça, c'est une autre chose. Parfois, les gens peuvent utiliser les certificats de la francisation parce que le gouvernement va donner les certificats de la francisation quand les gens vont suivre les cours de francisation. Donc, ils peuvent utiliser ça. Mais parfois, ça dépend de la démarche que la personne va faire. Oui, ils doivent présenter un examen international. Donc, oui. Moi, par exemple, j'ai présenté les TEFAC pour présenter ma demande de résidence permanente. Oui. Okay. C'est quand même fou de conclure quand même que 6 mois, ce n'est pas assez, mais que la loi est quand même effective. Quand même, une drôle de situation. Mais écoute, merci énormément pour tout ton partage et toute ta connaissance. C'est vraiment très intéressant. Je vais te poser 2 petites dernières questions pour clore l'épisode. Une question aussi que je demandais à tout le monde. Pour toi, qu'est-ce que le CANA signifie dans ta vie? Wow, c'est belle... Ça peut être le CANA en général ou plus spécifiquement dans la francisation, oui, comme tu veux. Non, en général, les CANA et les secteurs, c'est pas seulement mon lieu de travail, mais c'est les lieux où je peux aider les gens à travers la langue. Une chose que j'adore, c'est-à-dire apprendre les langues, c'est une chose que j'adore et j'ai l'opportunité d'aider les gens à travers de la langue. Donc, c'est ça, les CANA est un lieu de rassemblement. Et je peux dire aussi que c'est un refuge, pas seulement pour moi, mais pour les personnes immigrantes. Merci. Puis la dernière question, je t'invite à nous partager en fait une expérience ou un moment marquant dans ton passage en fait au CANA au niveau de la francisation, que ce soit avec un collègue ou avec une famille ou une personne. Quelque chose qui t'a marqué. Wow, chaque fois que je vois les progrès de mes étudiants de francisation, ça me marque. Par exemple, cette semaine ou la semaine passée, un ancien étudiant de la francisation est venu pour me voir et me dire « Ah, Natalia, je suis là pour te remercier. » Parce qu'il est arrivé avec sa famille et il était, tous en francisation avec nous. Après, ils ont fait des démarches. Bon, ils sont allés ailleurs pour continuer la francisation, pour faire d'autres choses. Mais après 2 ans, il est venu. Il a dit, oui, j'ai continué avec la francisation, j'ai amélioré. Maintenant, je travaille. Merci, Natalia. Merci, CANA, pour votre soutien. Et chaque fois que je vois une personne qui m'écrit, qui me parle ou qui vient me voir pour me dire qu'il ou elle a réussi, pour moi, ça me donne l'espoir, ça me donne les joies. Et oui, c'est ça, vraiment. Wow, ben merci beaucoup pour ce partage. Puis vraiment, comme je t'ai dit, pour en fait tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'était vraiment très, très intéressant, pertinent, touchant. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Cathy. Merci beaucoup. Puis merci de nous écouter. On se revoit dans un prochain épisode de Rassemblons-nous. Ce balado a été produit avec la participation financière de la Direction régionale de santé publique. Le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants est un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes immigrantes en leur offrant gratuitement différents services individuels et activités collectives.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet au canamtl.com.